Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous qui êtes encore pour quelques jours député de la République et toujours candidat Premier ministre de la nouvelle Union populaire. Avant de parler de l'Ukraine et de la visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui, cette enquête Harris Interactive qui nous préoccupe pour les magasins Casino, avec plus de la moitié des Français qui disent depuis 6 mois renoncer souvent à certaines dépenses pour acheter des éléments essentiels. Des Français qui rognent sur leurs sorties, sur les restaurants, sur les vêtements, sur les vacances, sur les loisirs. Ils sont 70% à avoir le sentiment de faire des efforts au quotidien. C'est à ces Français, Jean-Luc Mélenchon, qui se serrent la ceinture, qui rognent sur leur budget, que vous vous adressez en particulier avec ce programme de la NUP. C'est-à-dire que dès le départ de la crise de l'augmentation des prix, comme j'ai l'expérience de situations similaires à plusieurs reprises dans l'histoire de notre pays, je savais, à mon avis, qu'il fallait tout de suite éteindre l'inflation, on appelle ça l'inflation quand tous les prix augmentent, à l'endroit où a lieu l'incendie, c'est-à-dire essentiellement sur les prix du carburant. Parce que c'est cette inflation-là qui se répand de compartiment en compartiment de l'activité et fait monter tous les prix avec, au point de départ, une cause qui est purement spéculative. Que ce soit sur le blé, sur le pétrole, c'est de la spéculation. Et elle va continuer. On envisage que le pétrole monte jusqu'à 135 $ le baril, ce qui est une somme considérable. Et donc, j'ai pensé dès le mois de septembre qu'il fallait bloquer les prix. J'ai proposé de le faire. Il y a des endroits où les prix sont bloqués en France, par exemple à La Réunion ou dans les DOM et les TOM, les DROM on dit maintenant, et bon, il n'y a pas de pénurie. Et puis il y a des pays qui ont décidé de bloquer les prix parce que sinon c'était la catastrophe, l'Espagne et le Portugal, sur le gaz pour protéger leur prix d'électricité. Donc nous, tout part à volo, et de la part du gouvernement, il y a l'illusion purement idéologique que le marché va régler le problème. Non, le marché ne réglera rien du tout. Il faut bloquer les prix parce que les gens n'ont pas tort de penser qu'ils vivent moins bien, mais je voudrais rappeler que déjà les gens vivaient moins bien cet hiver, puisqu'on a eu 8 millions de personnes à l'aide alimentaire et 12 millions qui ne chauffaient pas. Donc moi je mets en garde, qui que ce soit qui gagne l'élection, que ce soit nous ou les autres, le pays va devant un mur d'inflation qu'il va falloir combattre et vaincre. Moi, ma technique, on la connaît, je propose de bloquer les prix, de contenir l'incendie, et d'augmenter les revenus des gens simples et humbles. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils dépensent tout, et quand ils dépensent tout, ils font tourner la consommation, qui est plus de la moitié de la production de la richesse de notre pays. Voilà, je résumais, c'est un peu grossier comme résumé, mais c'est un résumé qui montre quelle est notre technique. À l'inverse, le pouvoir, lui, veut encore sortir 40 milliards du budget de l'État. Alors ça, on va y venir. Le gouvernement prolonge en tout cas le bouclier sur le gaz jusqu'à la fin de l'été. Il y a cette prime aux gros rouleurs que nous a annoncé à votre place Elisabeth Borne il y a quelques jours. Le projet de loi pour le pouvoir d'achat qui devrait sortir dès le mois de juillet, c'est ce que le gouvernement souhaite en tout cas. Des ménages français qui dépenseraient en moyenne 90 € de plus par mois pour absorber cette hausse générale des prix, cette inflation dont vous venez de parler, Jean-Luc Mélenchon. C'est la course à la solution. Comme l'a constaté Romane Porcon dans ce supermarché de Templeuve, nous sommes à quelques kilomètres de Lille sur France Bleu Nord. Sur le parking du supermarché, Véronique repart avec un caddie plein, de quoi tenir une semaine. On calcule tout, on est au centime près. Là, ça m'a coûté 200 €. Et encore, j'ai pas la viande. Je profite en fait des chèques différés. Le magasin vous propose de différer l'encaissement de votre chèque. Ça me permet de payer d'autres factures. Et même avec tous ces calculs, cette maman de 2 enfants est obligée de faire des choix. Je me serre la ceinture, mon conjoint se serre la ceinture parce qu'on n'a pas envie de priver les enfants. Je vous cache pas qu'il y a des moments, le midi, ça me dérange pas de sauter un repas. Je me dis la viande que j'ai pas mangée le midi, je la laisse pour mes enfants le soir. André, retraité, lui, scrute toutes les bonnes affaires dans les rayons promotion. Moi j'ai envie de prendre la paella pour le prix quand même. 6 € c'est pas cher, regardez. Il y a aussi les cordons bleus. Oui, regardez, 4 plus à offert. 1 centime par-ci, 1 centime par-là, ça va vite si vous faites le compte sur un mois. Surtout quand on voit que depuis 1 an, par exemple, le prix de la viande surgelée a augmenté de 18%. Pour y faire face, le directeur du supermarché Thomas Pocher multiplie les opérations promotion. On a une zone qui a beaucoup de succès, qui est la zone anti-gaspi, avec une remise parce que c'est à consommer aujourd'hui. Des barquettes de viande qui subissent une réduction de 30%, un petit burger 1,68 € versus 2,40 € au départ. De quoi faire face donc à l'inflation, surtout qu'elle n'est pas prête de s'arrêter là. Selon le ministre de l'économie, elle pourrait se poursuivre jusqu'à fin 2023. Jean-Luc Mélenchon, au fond, cette inflation, c'est une taxe qui pèse sur notre tête et sur notre quotidien, une taxe de 5%. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure. Pardon ? Qui s'ajoute à toutes les autres. Mais oui, et ça va s'aggraver, je suis au regret de le dire, parce que, comme l'a dit monsieur Michel-Édouard Leclerc, qui lui n'est pas de la NUP,
Et il a dit, mais il n'y a pas d'origine dans la production, il y a une origine de cette inflation dans la spéculation. Par exemple, tous les produits alimentaires qui procèdent du blé, nous sommes en train de consommer le blé de la récolte précédente. Donc, ce n'est pas le blé de l'Ukraine ou le blé de la Russie. D'ailleurs, les Français n'en ont pas besoin, puisque nous sommes autosuffisants. Oui, donc il faut bien voir que nous avons affaire à un phénomène spéculatif. Nous pouvons donc lui briser les reins en faisant le blocage des prix. C'est pourquoi, depuis le début, je crie alerte. Mais là, vous avez tout à l'heure évoqué la liste complète des mesures prévues par le gouvernement. J'espère qu'on le fait quand on les interroge avec ma liste à moi complète. Mais eux, que proposent-ils de faire? Des blocages, pour certains, provisoires, à haut niveau et qui seront compensés après. Tout ça n'est pas la bonne technique. La bonne technique, à mon avis, c'est étouffer l'incendie de l'inflation à l'endroit où il a lieu. Ça veut dire que c'est pas la peine de bloquer tous les prix. Il faut bloquer les prix des produits de première nécessité et le prix de l'essence et de l'énergie. Pour l'énergie, nous allons avoir une grosse difficulté qui arrive devant nous. Après qu'on ait eu un débat complètement abstrait sur le nucléaire, oui ou non, il se trouve que le nucléaire, ça fonctionne pas quand il fait chaud, parce que on ne refroidit pas des centrales nucléaires avec de l'eau chaude. Là, nous avons pour la première fois un réacteur qui est arrêté parce que l'eau est trop chaude. Et nous en avons plein d'autres qui sont bloqués. Donc bientôt, nous allons avoir un problème d'énergie. Comme l'a dit quelqu'un récemment, quand il fait très chaud, les gens mettent en route la clim à fond. Donc ça prend de l'électricité. Et tout ça, si vous voulez, c'est le moment de se dire deux choses. Un, prenons des mesures d'urgence. Deux, prenons des mesures dans le moyen terme. Il va faire très chaud, c'est la première des choses qui nous tombe dessus. Est-ce qu'il y aura de l'eau pour tout le monde? Réponse, non. Il n'y aura pas de l'eau potable pour tout le monde. Par conséquent, comment vont se faire l'approvisionnement? Comment va-t-on aider les gens? Puisque pour la première fois depuis, je ne sais pas, 20 ans, le prix de l'eau en bouteille augmente. Est-ce qu'il va y avoir un service d'urgence? Est-ce qu'on va réparer les canalisations là où elles perdent trop pour qu'on puisse prendre tout de suite l'eau dont on a besoin? Enfin, j'ai vu que le gouvernement, comme ça, c'est moi qui vais le dire, a proposé une somme de 500 millions. Alors, ils ont trouvé un joli nom. Ce plan de renaturation. Voilà. Eh bien, on ne peut pas trouver plus bête, parce que 3 jours avant la catastrophe, on ne se met pas à planter des arbres. Ce n'est pas le sujet. Là aussi, c'est urgence, première urgence. D'abord, être un peu modeste et moins orgueilleux. Il faut aller voir les pays où il fait très chaud, comment ils s'y prennent, quels que soient les pays. Si vous allez à Séville, ou si vous allez dans des villes comme ça, vous verrez qu'on tend des vélums sur les rues. Pourquoi? Parce qu'une rue, c'est un radiateur. La chaleur s'accumule dans le sol, puis elle rayonne sur les gens. Donc, il faut mettre des vélums partout où on peut. L'idée, là, c'est pas là de planter des arbres pendant le mois qui vient. Et toutes les grandes villes sont confrontées à ça. Et vous allez voir comme ça, progressivement, les problèmes apparaître. Les gens, s'il fait trop chaud, il y a une conséquence, par exemple. Des dizaines de maisons individuelles vont commencer à craquer. Pourquoi? Parce que le sol est en argile. Ensuite, les fermes, usines. Comment vous faites pour donner 170 litres d'eau par vache et par jour alors qu'on sera en pénurie? C'est maintenant qu'il faut bosser. Il ne faut pas attendre que ça arrive pour se mettre au travail. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs un certain nombre de collectivités. Nous étions dans le Berry hier, qui a déjà largement innové. Nous serons à Nantes avec un jeune entrepreneur qui développe, vous savez, ces toits blancs réfléchissants et qui commence à irriguer dans le pays. En France, il y a plein de gens qui ont plein d'idées, mais il faut aller les chercher, il faut lancer des états d'alerte, et vous verrez plein de gens venir, pas depuis le pouvoir, là, depuis le sommet, décréter des folies comme ça. Bon, je trouve que c'est pas au point leur méthode. Il est là, par exemple, Maxime Claval. Bonjour Maxime. Vous êtes là avec nous, Maxime? Bonjour. Maxime, vous êtes à Nantes avec nous. Bonjour Maxime. Bonjour. Bonjour, et à l'écoute de Jean-Luc Mélenchon, bien, vous allez vous donner la parole justement sur ces solutions du quotidien que vous avez commencé de développer, vous, il y a quelques années maintenant, en créant votre start-up. Racontez-nous justement ce que vous faites aujourd'hui en aide et en appui aux collectivités locales pour rafraîchir les habitations. Oui, effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des peintures réflectives, donc des peintures qui ont la capacité de faire baisser la température des bâtiments. Qu'on applique en toiture, et en fait qui vont renvoyer la chaleur. C'est une peinture blanche? C'est une peinture blanche. Les premières peintures sont des peintures blanches, et donc ça permet de réduire la consommation de clim en fait, des bâtiments. De combien de degrés, Maxime, au quotidien? En moyenne 5 degrés. Oui, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on s'affranchit du besoin de climatisation grâce à votre peinture? C'est ça. Ou à minimum on la réduit, mais on peut aussi s'en affranchir, exactement. Vous contribuez à rafraîchir ces logements, à améliorer le confort des habitants lors des pics de chaleur. Vous êtes à Nantes. Est-ce que d'autres communes commencent à faire appel à vous et à votre ingénierie? Ah oui, on a des demandes un peu partout.
à Grenoble, à Lyon, à Strasbourg. On a des demandes un peu partout en France, à la fois des collectivités, mais aussi des entreprises qui ont besoin de baisser la consommation de clim de leur bâtiment. Bien sûr, c'est la start-up Enercool. Est-ce que vous vendez la peinture aux particuliers pour qu'on puisse nous-mêmes peindre nos toits? Oui, effectivement. Sur notre site web enercool.fr, vous pouvez acheter en ligne nos peintures et l'appliquer vous-même sur les toitures. Bah voilà un exemple très précis, Jean-Luc Mélenchon. C'est un exemple dont il faudrait faire le bilan, mais c'est ça qu'il faut faire. Et je vais vous dire, nous allons il y a aussi changé les méthodes de construction. C'est à bas les grandes baies vitrées où on gèle l'hiver, il faut chauffer comme des fous et on cuit l'été où il faut sortir la clim. Ce qu'on a construit il y a encore 5-6 ans. Mais bien sûr, quartiers, hein. Bien sûr, je vois bien comment est le quartier. Nous avons par exemple la possibilité de construction en bois, de construction en terre-paille. Alors je sais que ça peut peut-être faire sourire, mais je vous garantis qu'il n'y a rien de folklorique dans ce que je suis en train de vous dire. On a fait ça pendant des millénaires pour avoir un peu plus frais, notamment dans les coins comme Tombouctou et autres. On a fait de la construction en terre. Donc tous les procédés sont là. Ensuite, les ventilations naturelles qui profitent des écarts de température entre, par exemple, le rez-de-chaussée et le 5e étage. Il peut y avoir un petit écart qui permet de drainer l'air vers le haut. Si on continue à dire « Ah ben, il n'y a qu'à mettre de la clim partout », la catastrophe est certaine. Donc, développons tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai toujours parlé de planification écologique, parce que je sais que on ne peut pas tout changer en 8 jours, c'est pas vrai. Il faut pas raconter d'histoire. Mais quand on prend des mesures d'urgence, on dit aux gens c'est juste pour l'urgence qu'on fait comme ça, et on prend des mesures durables. Là, cette peinture blanche, c'est le principe de base. Hein. Si vous réfléchissez à la chaleur, alors pas dans vos murs. Voilà, il fallait avoir l'idée et la diffuser. Oui, et puis vous verrez, je parlais avec le maire de Lyon il n'y a pas longtemps, pour qui, lui, c'est un souci, parce qu'il dit les premières victimes de tout ça, à part les sans-abri, j'espère qu'on va faire quelque chose, parce que cet été, ceux qui n'ont pas d'abri, il faut savoir qu'il n'y a pas de fontaine, ils ne pouvaient pas boire l'eau des rivières. Donc il faut s'occuper d'eux. Mais les principales victimes du chaud, du froid et du reste, c'est nos gosses. Parce que, à leur hauteur, il fait plus chaud. Si on les met dans des crèches ou des écoles où c'est la clim du matin au soir, ils vont nous revenir avec des sinusites d'enfer et être malades. Donc, ce n'est pas la solution, la clim. La transition écologique est au cœur, en tout cas, du programme de la NUP, et vous l'avez développé à plusieurs reprises, y compris dans ce studio, Jean-Luc Mélenchon. Merci Maxime Claval, ingénieur thermicien, vous qui êtes à la tête de cette start-up nantaise Enercool. On va parler de votre France, Jean-Luc Mélenchon, celle du SMIC à 1 500 €, du revenu jeune à 1 063 €, du blocage des prix, l'encadrement des loyers, ce que vous voulez, ce qui vous intéresse dans votre programme. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes séduit ou si vous êtes inquiet. 0810 055 056. C'est Nicole qui ouvre le bal. Nicole qui est à l'écoute de France Bleu Limousin à Ambazac. Bonjour Nicole. Bonjour Monsieur Mélenchon. Bonjour Madame. Vous écoutez, j'ai une question qui concerne principalement la hausse du SMIC à 1 500 €. Effectivement, beaucoup de gens y croient et beaucoup de gens attendent ça avec impatience. Comment allez-vous faire pour que les entreprises, notamment les PMI, PME, puissent financer cette hausse sans mettre en péril leurs entreprises? Où est-ce qu'elles vont prendre l'argent? Bon, alors, il faut comprendre que, pardon madame, dans un instant, je vous réponds absolument précisément. Mais en ce moment, vous avez devant vous une situation. C'est à cette situation qu'il faut répondre, pas à nos idéologies respectives sur ce qui a lieu, comment on partage la richesse. Même si moi, je suis pour partager la richesse, parce qu'elle s'est accumulée d'une manière indigne d'un côté. Vous avez d'un côté des gens qui vous disent « nous allons remettre les comptes d'aplomb en faisant des économies et en augmentant les taux de crédit ». C'est ce que font les banques centrales. Je dis que ceci va nous amener à une catastrophe comparable à celle de 1929, parce que cette erreur a déjà été commise dans le passé. Non, l'inflation n'est pas due à l'abondance de signes monétaires, elle est due à d'autres causes. Bien, premier point. Donc, de logique, faire des économies et faire des coupes dans le budget du premier investisseur de la nation, qui est l'État. C'est ce que proposent de faire M. Bruno Le Maire et M. Macron. Moi, j'ai un autre raisonnement. Je dis, il faut relancer la machine. Comment la relancer? En relançant la consommation populaire, parce que les gens sont pris à la gorge, et si vous n'augmentez pas leurs moyens de vivre, ils vont donc réduire leur consommation. Vous savez que la France est déjà en récession. Donc, quand on donne des sous aux uns, ils le dépensent et ça fait la soue des autres. C'est-à-dire que les petites entreprises trouvent leur compte au fait que le pouvoir d'achat des gens s'améliorant, les petites entreprises remplissent le carnet de commandes. Donc, moi, je dis à chaque chef de petite entreprise, choisissez une baisse d'impôts
ou bien une augmentation du carnet de commandes? Je connais la réponse. Le petit chef d'entreprise, il dit, je prends le carnet de commandes parce que ce qui l'intéresse dans la vie, c'est de faire son métier et de faire les productions qu'il doit faire. J'ajoute, et pour terminer, qu'il n'y a aucune crainte que les emplois au SMIC soient délocalisés, car ce sont tous des emplois qui ont lieu en France. J'ajoute que augmenter le prix, le salaire et les moyens de vivre des gens ne videra pas la caisse du commerce extérieur, ça c'est déjà fait, parce que 80% de ce qu'achètent les gens dans la consommation populaire vient de France. Enfin, et pour terminer, je prévois une caisse de péréquation qui doit permettre aux très grandes entreprises de mettre la main à la poche davantage pour aider les plus petites entreprises à assumer, non pas le salaire, mais les cotisations sociales. Vous ne craignez pas, en réponse à Nicole Jean-Luc Mélenchon, que des salariés non qualifiés deviennent non employables à cause d'un salaire minimum qui coûterait trop cher? C'est ce sur quoi alertent notamment les boulangers qui sont à la recherche d'apprentis. Bien sûr. Les apprentis qui sont payés entre 53 et 78% du SMIC et qui disent ne pas pouvoir faire face. Écoutez, à faire face à quoi? Parce que quand il y a cette hausse du SMIC. Non mais attendez, quand il y a une commande, les gens satisfont la commande, non? S'il y a plus de gens qui viennent acheter du pain, des brioches, etc., le boulanger, il va avoir la masse qui lui permet de financer un poste. Donc l'injection est automatique. Pour vous, on paye mieux, les gens, ils consomment de toute façon davantage. Bien sûr, et plus vous prenez les petits salaires, c'est pour ça que je parle de la retraite plancher, personne ne doit avoir moins de 1 000 euros. Oui. Ça coûte 2 milliards, c'est rien du tout 2 milliards. Je préfère les donner à des gens qui vont aller manger que de les donner à des riches ou à des très riches en impôts sur la fortune qui vont aller le placer parce qu'on n'en voit pas la couleur. Donc c'est ça le raisonnement de base. Mais moi au moins j'annonce quel est mon raisonnement de base. Je voudrais qu'on arrête de croire que la magie des chiffres, c'est moi. Non, moi je dis des choses concrètes. Quand monsieur le maire dit c'est la croissance qui va payer tout, il ment parce que la croissance elle est à 0 aujourd'hui et elle restera à 0 et même à moins puisqu'il va serrer le kiki à tout le monde. Alors Bruno Le Maire, puisque vous en parlez, était ce matin sur France Bleu Normandie. Voilà ce qu'il dit de votre programme. Restez avec nous Nicole parce que j'aimerais vous donner la parole ensuite. Bruno Le Maire. Ça manque pas de sel. Enfin, qui est-ce qui propose une augmentation de plus de 100 milliards d'euros des impôts? Qui? C'est pas Bruno Le Maire, c'est Jean-Luc Mélenchon. En fait, je pense que M. Mélenchon a un problème avec la vérité. Il essaye de faire croire aux Français, ce que je trouve à la fois déplacé et pas respectueux de la démocratie, que nous aurions des plans cachés. Nous n'avons aucun plan caché. Nous ne voulons pas augmenter les impôts, nous voulons les baisser et nous n'augmenterons pas la TVA. Mais je le redis, M. Mélenchon a un problème de rapport avec la vérité. Réponse directe, Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est lui qui a un problème avec la réalité. Parce que il a signé un texte qu'il a envoyé à la Commission européenne en annonçant 80 milliards d'économies. Deuxièmement, ce matin même, il a dit, non hier, oui, nous reconnaissons que nous allons faire une économie de 40 milliards. Est-ce que les gens se rendent compte que 40 milliards, c'est le budget de l'éducation, c'est le budget de la justice et de l'intérieur? Comment et où, monsieur le maire, comptez-vous faire vos économies? Vous ne le dites jamais. C'est vous qui cachez quelque chose. Et oui, c'est un plan caché. Et moi, je vais vous dire où vous allez prendre les sous, parce que déjà, la Commission européenne vous a donné les conseils et dit où vous pourriez le faire. C'est sur la santé, sur l'éducation, je lis la recommandation de l'Union européenne après que vous ayez envoyé votre lettre, monsieur le maire. Sur le plan d'austérité. Oui, il est possible de réaliser d'importantes économies et d'améliorer considérablement l'efficience dans 5 domaines, à savoir la santé, où on a déjà supprimé des milliers de lits et tout en train de s'effondrer, la politique de l'emploi, où il y a déjà la moitié des gens qui sont plus indemnisés et les autres qui ont perdu 17%, les prestations sociales, vous entendez les gens, l'APL et le reste, tout ça, ils veulent couper dedans. Le logement social, comme il y en a beaucoup, tout le monde le sait, et le système de retraite. Donc, monsieur le maire, dites ce que vous comptez faire. Moi, j'assume. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas d'accord entre vous, là, les gens d'argent, parce que vous dites que je crée 100 milliards d'impôts, et voici que les Échos lui me met 160 milliards. Eh bien, je les assume. Quand c'est un impôt universel sur les entreprises, 26 milliards. Comme ça, ils pourront plus s'enfuir à l'étranger. Progressivité de l'impôt sur les sociétés, c'est pas normal que les petites sociétés payent plus d'impôts que les grands. Renforcement de la lutte contre les autres formes de fraude et d'évasion fiscale, 25 milliards. Alors, la fraude fiscale, monsieur le maire, vous la supportez? Suppression des niches fiscales. Ah ben écoutez, on me prend à partie sur mes chiffres. Eh bien, moi, je veux qu'on les connaisse. Vous attendez un programme aussi détaillé économiquement du côté de la majorité que vous je pense que les électeurs, on ne sait pas ce qu'ils pensent.
ils tâtonnent, ils savent pas. Bon, eh ben, il faut que chacun soit franc avec son programme et dise, voilà ce que je vais faire. Et moi, je l'ai dit ce que j'allais faire. Il y a un programme, il est chiffré. Monsieur le maire, lui, eh bien, il a un problème avec la réalité. Monsieur le maire, vous êtes à côté. Vous m'avez dit une fois une bêtise. Vous m'avez dit, je dis pourquoi tout l'argent que vous donnez à la finance va revenir dans l'investissement. Vous m'avez regardé, vous m'avez dit, ah, eh ben, c'est le bon sens. Ben non, cher monsieur le maire, l'investissement a réduit de 5% et les dividendes ont augmenté de 70%. Ça veut dire que tout cet argent, nous n'en avons pas vu la couleur et je termine là-dessus. Vous avez fait cadeau de 140 milliards aux entreprises en dégrèvement d'impôts. Je parle des grandes entreprises. Le déficit de l'État, c'est 140 milliards. Alors vous voyez, tout l'argent que vous avez mis a servi à rien. Bah, vous avez un débat par onde interposée sur France Bleu. Oui, monsieur le maire, au moins argumente. Voilà. Les autres, ils sont cachés sous leurs cailloux. Là. Nicole, vous qui avez la gentillesse de nous appeler dans Bazac, un petit mot sur le SMIC à 1500 €. Il l'a détaillé, justifié Jean-Luc Mélenchon. Sa réponse vous convainc-elle? Et irez-vous voter dimanche, Nicole? Alors oui, j'irai voter dimanche, c'est très clair. J'ai toujours voté et effectivement, j'irai voter si Dieu me prête santé. J'irai voter, il n'y a aucun souci. Deuxièmement, merci Monsieur Mélenchon pour votre réponse. Et si je puis me permettre, j'avais juste un tout petit complément à vous demander. Quid des salaires qui sont actuellement justement à 1500, voire légèrement et voilà, au-dessus? bonne question. Pensez-vous pas que ces gens-là, finalement, par cascade, ils vont aussi vouloir effectivement un petit peu plus? Bah oui. Alors là, excellente question, parce que j'y ai pensé, et je me suis dit, si on augmente le SMIC à 1500 €, le petit cadre qui a 1500 €, il a le droit de dire, doucement, moi, je suis cadre, ou petit cadre, donc j'ai droit à une augmentation de salaire. C'est la raison pour laquelle j'ai l'intention de convoquer toutes les branches professionnelles dès qu'on mettrait en place le gouvernement, pour qu'il y ait une discussion, pour que tous les minima conventionnels, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus un seul salaire inférieur au SMIC, parce qu'aujourd'hui, 85% des salaires sont inférieurs au SMIC. Dans l'optique où vous êtes Premier ministre. Oui, dans l'optique où je viens Premier ministre, sinon ça ne marche pas. Bon, deuxième élément, il faudra rediscuter la grille des salaires. Et enfin, nous devrons discuter la grille des salaires, ça veut dire comment on remonte tout le monde, et puis quel est l'écart maximum. Pour ma part, je me suis aligné sur la Confédération européenne des syndicats, un écart de 1 à 20 maximum. Et puis, il y a l'égalité homme-femme, je termine. Il faut donner aux syndicats, aux femmes individuellement, le droit de faire des recours devant l'inspection du travail quand elles ne sont pas payées au même niveau que les hommes à qualification égale. Je termine en vous disant que je compte aussi là-dessus pour remplir la caisse des cotisations sociales, parce que figurez-vous que si on payait toutes les femmes comme les hommes, on arriverait à se payer la moitié de la retraite à 60 ans. Merci Jean-Luc Mélenchon pour cette réponse à Nicole. C'est Laurence et Caroline qui suivent et qui nous appellent au 0810 055 056. Nous partons en Ukraine. J'annonçais Laurence, il y a Rudy également qui nous rejoint. Dans quelques instants, le temps de parler, Jean-Luc Mélenchon, de cette visite diplomatique en Ukraine d'Emmanuel Macron, mais aussi du chancelier allemand Olaf Scholz, du chef du gouvernement italien Mario Draghi. Ils sont arrivés ce matin à Kiev et sont à Irpin, dans un quartier en partie détruit par les bombardements. Emmanuel Macron qui salue l'héroïsme des Ukrainiens face à la barbarie et qui transmet ce message à la population. Je pense que c'est un moment important. Un message d'unité européenne adressé aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, en effet, de soutien pour parler à la fois du présent et de l'avenir, parce que les semaines qui viennent, on le sait, seront des semaines très difficiles. C'est la première visite d'Emmanuel Macron en Ukraine, Jean-Luc Mélenchon, depuis le début de l'invasion russe, le 24 février dernier. Est-ce le moment de rencontrer Volodymyr Zelensky pour commencer à entrevoir une issue à cette guerre ? Je commence d'abord par m'associer à son message de solidarité avec l'Ukraine. Je l'ai fait pendant toute la campagne présidentielle et je trouve bien que le président de la République française rappelle publiquement et spectaculairement de quel côté sont les Français, tous sans exception. Après, on peut évidemment s'interroger sur le sens de ce voyage, mais comme il est à l'étranger, sur une zone de guerre, je propose qu'on évite trop les polémiques. C'est peut-être pas tout à fait le moment. Quand il reviendra, il nous expliquera. Cependant, une chose quand même saute à l'esprit, c'est que pourquoi faire ? Bon, pour affirmer une solidarité, pourquoi pas ? Pour nous, Français, c'est un peu dangereux d'avoir notre président là-bas au milieu. On préfère qu'il ne lui arrive rien. Dans le passé, nos présidents ont déjà fait ça. Le président Mitterrand, qui avait ouvert un couloir humanitaire. Le président Sarkozy, qui est allé à Moscou pour obtenir aussi le cessez-le-feu en Géorgie. Chacun d'entre eux était revenu avec quelque chose. On va voir ce que va donner ce voyage. Alors, il est question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Dans la délégation qui est là-bas, il y a deux points de vue. Le point de vue des Italiens et des Roumains est qu'il faut tout de suite accepter. Le point de vue des Français et des Allemands, c'est qu'il ne faut pas faire de la démagogie. Je dis des gouvernements. C'est que la procédure est longue et M. Macron avait même dit il y en a pour une décennie et peut-être plus.
Donc, il avait imaginé une autre structure, une union politique européenne. On lui avait dit, écoutez, monsieur, ça existe déjà, ça s'appelle le CSE. Bon, mais il y a donc deux points de vue. Donc, je pense que ça va pas être à l'ordre du jour. Et je trouve bien, en effet, qu'on n'aille pas discuté au milieu de la baston de savoir l'adhésion à l'Ukraine. Mais ce qui est important, c'est qu'il soit allé dans une zone où il est important de manifester une solidarité. Parce que ce sont des crimes de guerre, de bombarder sans aucune raison militaire des zones entières de construction sociale. Vous savez, c'est des HLM qu'il y a là-bas. Donc l'armée russe s'est comportée d'une manière absolument barbare et je crois que le terme est tout à fait approprié. Avec des enquêteurs français qui enquêtent en ce moment même sur ces crimes de guerre et sur le terrain. Objectif solidarité, objectif reconstruction également. Jean-Luc Mélenchon, nous avons pour parler de l'Europe, je crois, qui est un sujet qui vous préoccupe. Laurence, qui nous appelle d'Uzès, dans le Gard, à l'écoute de France Bleu Gard-Lozère. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Vous venez d'entendre les mots de Jean-Luc Mélenchon sur cette situation ukrainienne. Question à notre invité, Laurence. Oui, ma question c'est, j'ai une inquiétude par rapport aux positions de M. Mélenchon par rapport à l'Europe. J'ai toujours voté à gauche et plus particulièrement il est écologiste. Et là, quid de la position de l'Europe? J'entends parler de désobéir et j'ai du mal à comprendre la position et j'aimerais bien, M. Mélenchon, que vous puissiez un peu m'éclaircir mes pensées pour pouvoir voter dimanche plus sereinement. Bien sûr. Écoutez, merci déjà de votre question. Je commencerai volontiers par vous dire, puisque vous êtes écologiste, qu'il ne faut pas me confondre avec ma caricature. Sur l'Europe, je n'ai jamais été ce qu'on appelle un Frexiteur, c'est-à-dire quelqu'un qui dit on sort. Ça n'a pas été ma position. Même si à un moment donné, je veux bien admettre que j'ai pu créer de la confusion en montant le ton. Et je n'ai pas l'intention de baisser de ton. Mais pour venir sur votre question, d'abord, je vous fais une recommandation de lecture, puisque vous êtes écologiste, c'est de lire le bouquin de Julien Bayou, qui est le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, qui s'appelle La désobéissance. Et je vais vous dire que, contrairement à tout ce qui s'est dit, c'est sur la question européenne que la discussion avec les socialistes et les Verts a été le plus rapide. Pourquoi ? Parce que nous avons laissé de côté la question idéologique de savoir quel type d'Europe on voulait avoir. On s'en est tenu à une ligne. Le programme que nous présentons sera appliqué. Parfois, il entre en contradiction avec les traités européens. À ce moment-là, nous désobéirons aux traités européens. Mais nous pensons qu'en désobéissant, nous ne créons pas une première. Il y a plus de 290 cas de désobéissance en cours en ce moment. Il y en a eu plus de 171 sur le déficit de 3%. Donc l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui sait que ces traités sont pour une assez large part inapplicables. Donc je pense que l'attitude des Français, qui naturellement pèse lourd en Europe, nous sommes 18% de l'économie européenne, à partir du moment où les Français disent écoutez, nous c'est pas qu'on n'a rien contre vous, faites bien comme vous voulez, mais nous on va tenir parole. Si notre peuple vote pour un programme, ce programme sera appliqué. Moi, je ne veux pas être dans la situation de monsieur le maire, qui raconte des choses et qui ensuite sait très bien qu'il obéira à des traités qui vont nous serrer à la gorge en France. Voilà, donc vous n'avez pas de... si vous voulez, en votant pour la NUP, vous ne votez pas pour la position des Insoumis ou la position des socialistes ou la position du Parti écologiste. Vous votez pour un programme qui concerne la France. Et lorsque ce programme est en contradiction avec les traités, eh bien, c'est le programme qui s'appliquera. Pour le reste, nous aurons la discussion avec les autres Européens pour leur dire, écoutez les amis, on ne peut pas continuer comme ça, vous voyez bien que tout le monde va mourir. Si on continue à serrer comme ça, à ne pas vouloir d'investissement collectif, à ne pas prendre de mesures collectives, regardez sur la Covid, quand même c'était le degré zéro de l'intégration, on n'a même pas été foutu de dire en quoi consistait un confinement et quand est-ce qu'il fallait déconfiner et sous quelle forme. On a été incapable d'organiser la production de masques, on a été incapable de coordonner la production d'oxygène. L'Europe est à réinventer. Si vous voulez, on le sait tous. Je vais pas passer, laissons les rancunes à la rivière et les vieilles querelles. Nous sommes au pied du mur d'un monde entièrement neuf. Pour ma part, j'ai toujours été pour la coopération des peuples. Et notamment, je propose une stratégie altermondialiste pour notre diplomatie. Par conséquent, je ne vais pas dire non à la coopération entre des pays d'Europe, enfin. Mais cette coopération, que voulez-vous ? L'ancien modèle ne marche plus, donc il faut en inventer un autre. Laurence. Nous, les Français, nous venons avec des propositions, nous allons les appliquer, et si les autres trouvent qu'elles sont bonnes, pourquoi ils ne les trouveraient pas bonnes ? Eh bien, ils les mettront en œuvre aussi. Laurence, vous êtes convaincue ? Vous lirez Julien Bayou
voyou et son livre désobéissance. J'ai noté. Bon. Et vous vous déplacerez dimanche. Nous retiendrons cela aussi. Ça fait déjà 2 auditrices qui se déplacent. On vous remercie oui, beaucoup. Et ils ont, peu importe, ils voteront ce qu'ils veulent, hein, bien sûr. Moi, j'essaye de convaincre. Mais il faut y aller, parce que c'est l'avenir de votre pays. Et voyez-vous, au moins, on ne se cache pas. Moi, je vous dis la retraite à 60 ans, lui vous dit la retraite à 65. On s'inclinera devant le résultat. Si vous voulez 65, ça sera 65. Il y aura des luttes sociales, mais peu importe, c'est la loi. Et si c'est moi, eh ben, ça sera 60. Mais bon sang, c'est votre devoir, votre dignité d'être dans un peuple libre. Votez. Et les jeunes, surtout. Il y a du boulot, vous les avez harangués, les jeunes. Ah, il faut oui, ras-le-bol. Hein. Ils viennent pleurer dans mon bureau sur Parcoursup, et moi, je me mouille à fond sur cette histoire. Et puis, au moment du vote, il n'y a plus personne. Ça peut pas aller. Il y a donc un problème légitime parce que vous les entraînez depuis quelques mois quand même, ces jeunes-là. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que l'engagement politique de cette manière-là n'est plus ce qui les fait rêver. Et on a une génération entière, 70% des moins de 35 ans qui n'est pas allé voter. Oui, bon, on s'en prend beaucoup à eux. Bon, c'est pas juste. Vous le premier? Non, moi je caresse pas la tête, c'est pas pareil. Moi je fais la grosse voix pour dire, écoutez, bon, c'est bon à la fin. Occupez-vous de vos affaires et puis donc votez. Alors, non, mais il y a ça c'est absolu dans toutes les générations. Ma satisfaction, c'est de voir que jusqu'à l'âge de 60 ans, ceux qui vont voter, majoritairement, votent pour nous. Entre 60 et 69 ans, il y a 2 points d'écart entre M. Macron et moi. À partir de 70 ans, catégorie dans laquelle je suis, c'est là que la majorité, nette, très nette, vote pour M. Macron. Bon, c'est comme ça. C'est pas d'aujourd'hui qu'on va découvrir que les plus anciens ont tendance conservatrice et s'effraient plus facilement que les autres. Mais les jeunes gens, bon sang de bois, c'est votre monde là, c'est pour vous, c'est votre affaire ce monde-là, c'est vos gosses dont on parle, c'est vos écoles, vos hôpitaux. Alors, si vous regardez ça de loin et que ça vous fatigue de prendre 10 minutes pour aller voter, franchement, ne venez pas après dire il faut faire quelque chose contre le climat, je veux sauver les hérissons et tout ça. C'est maintenant qu'il faut y aller avec des bulletins de vote. Et votez bien ce que vous voulez, mais prenez une décision pour votre pays. Et on continuera de sauver les hérissons de toute façon. Il y a beaucoup d'associations en France. Surtout quand ils traversent la route. On est bien d'accord. Nous sommes avec Rudy Tenay, qui est à l'écoute de France Bleu Héros. Bonjour Rudy. Et bonjour. Quel âge avez-vous, Rudy? Dans quelle catégorie entrez-vous? 35 ans, justement, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit M. Mélenchon. Oui. Très bien. Donc, écoutez, si les jeunes ne vont pas voter, c'est parce qu'ils ne sont pas représentés. En réalité, c'est que, voilà, qui mieux qu'un jeune peut savoir ce qui est bon pour son avenir? Vous êtes proche de la retraite, M. Mélenchon, donc forcément, ils ne se reconnaissent pas dans des gens c'est un Vous avez mis longtemps pour la trouver, celle-là? Dans l'Assemblée et tout ça. Donc, voilà, quoi. Voilà. Bon, ça y est, vous avez fini, vous l'avez posé? Bon. Attendez, il n'a pas posé la question. Ah bon, pardon, non, mais si, ça c'est... Répondez à ça. Quand même, c'est une interpellation. Oui. Monsieur, faisons pas de la démagogie. Non mais écoutez-moi, j'étais à la tête d'un groupe qui est le plus jeune qu'on ait jamais vu à l'Assemblée nationale. Dans les candidats qu'il y a aujourd'hui, il y a des gens, la majorité des 20-25 ans, des fois je trouve ça un peu audacieux, si vous voulez mon avis, sont dans nos rangs. Et puis l'expérience, ça compte. Les jeunes gens peuvent s'adresser à un homme comme moi, précisément parce que j'ai l'expérience de ce qu'on a fait, des bêtises qu'on a fait dans le passé, y compris les miennes. Donc il ne faut pas dire... si les jeunes veulent être représentés, il faut qu'ils y aillent eux-mêmes, bien sûr, mais il ne faut pas dire les autres générations ne comptent pas. Ce n'est pas vrai. Sinon, vous-même, vous êtes père, peut-être grand-père. Donc, à quoi bon donner des conseils à vos jeunes? Vous savez bien que c'est notre devoir de le faire. Et c'est notre devoir d'assumer l'expérience. Alors, il faut des jeunes, des moins jeunes, des vieux, et on fait comme ça qu'on fait une belle Assemblée nationale. Mais je vais vous dire surtout ce qu'il faut dans une belle Assemblée nationale. Il faut des Rachel Keke, c'est-à-dire une femme de ménage dans les grands hôtels. Il faut une assistante, une aide-soignante comme Madame Caroline Fiat. Il faut un gars qui a un BTS comme Monsieur Adrien Quatennens. C'est-à-dire, il faut le peuple lui-même qui soit représenté par tous les métiers. Je dis pas que par certains métiers, mais par tout le monde. La représentation, elle doit être transversale. Mais par-dessus tout, et je termine là-dessus, ce qui compte, c'est le programme. Vous pouvez avoir 20 ans et un programme d'extrême droite qui ne nous mène nulle part. Vous pouvez avoir 70 ans, comme c'est mon cas, et avoir un programme d'humanisme. Alors, Rudy, vous êtes à l'écoute? C'était la réaction directe. C'est démagogique ce que vous dites, voilà, vous dites ça, et après, voilà. Rudy, vous habitez dans quelle ville de l'Hérault?
malheureusement Béziers. Mais bon. Ah bah c'est une belle ville, Béziers. Vous dites malheureusement parce qu'il y a un conflit politique. C'est pourquoi je dis malheureusement. Okay, d'accord. Est-ce que vous avez une question précisément pour Jean-Luc Mélenchon? Oui, alors ma question en fait c'était tout simple, c'était quel serait votre rôle? Si vous êtes élu, je comprends bien que vous voulez être Premier ministre, la République c'est vous, comme vous avez dit. Mais, vous avez vu que M. Macron aussi maintenant, il dit il ne va pas manquer une voix, alors il faudrait savoir, c'est lui ou moi? Elle est très jalousée, la République. Elle est très aimée. Très aimée. Rudy, allez-y. Et par contre, donc, quel sera votre rôle si jamais vous n'avez pas la majorité? Parce que vous ne serez plus député. Moi Oui, moi, je suis un homme engagé. Je le resterai jusqu'à mon dernier souffle. Il y a 1000 manières de se rendre utile. Je verrai au lendemain ce qu'il y a à faire. Mais je pense que jamais nous n'avons été aussi près de la victoire. Je suis un peu étonné qu'on me demande sans arrêt à moi si je crois vraiment que je vais gagner alors qu'on est dans 406 duels et que M. Macron, qui n'est que dans 417, c'est-à-dire à peine 11 de plus, on considère qu'il a gagné d'avance. Ben non, il n'a pas gagné d'avant. Je ne sais pas si vous avez voté, vous, M. Rudy, au premier tour, mais comme là, il y en a beaucoup qui vont y aller au deuxième. Hein. Donc c'est les abstentionnistes du premier tour, ils sont quand même 25 millions qui ont la décision pour leur patrie. Mais Rudy, si vous permettez, quand même, je veux faire une petite remarque. Vous savez, il ne faut pas dire aux gens qui ont 70 ans ou 60 ans ou 65 ans, vous êtes trop vieux, parce que vous virez au moins plus de 55% des maires, des présidents d'associations. Vous savez, on peut se rendre utile dans la vie à tous les âges, de toutes les manières possibles. Quant à moi, je vous rassure, je vois que vous êtes inquiet, eh bien, je resterai un homme engagé jusqu'à mon dernier souffle. Et la prochaine fois que je viens à Béziers, on discute tous les deux et vous allez voir comment je vais vous convaitre, mon vieux, en 2 temps, 3 mouvements. Vous m'avez l'air d'avoir un fond de voix bien clair, bien sympa. Il y a moyen de s'entendre. Merci beaucoup, Rudy, pour cet appel au 0810 055 056. Tout de même, Jean-Luc Mélenchon, la suite, majorité absolue, majorité relative, c'est la survie de l'alliance NUP, de ce mouvement, de cette formation, avec vous comme leader, c'est une éventualité? Non, notre survie n'est pas engagée, puisque nous avons un programme avec 640 propositions communes. Je ne vous ferai pas l'injure de les détailler, ni de vous dire qu'à partir de 640, vous pouvez dire que déjà vous avez, une culture commune. Hein. Qui plus est, les 9/10 du temps, nous sommes engagés dans les mêmes batailles. Donc le reste, on verra, ça se réglera. Non, par contre, ce qui est absolument certain, c'est que ça va être la pagaille si M. Macron n'a pas la majorité absolue, et il ne l'aura pas. Pourquoi c'est la pagaille? Parce que lui-même est à la tête d'un front qui s'appelle Ensemble, où il y a 8 partis dedans. Et dedans, il y a un parti qui est pour la retraite à 67 ans, celui de M. Édouard Philippe, un autre qui est pour la retraite à 65, je prends que cet exemple, un autre pour la retraite à 63. Donc ce qu'ils vont amener, c'est la 4e République dans la 5e. Pourquoi? Parce que comme il n'aura pas la majorité absolue, il n'y a aucun cas où il l'a, il va devoir s'entendre avec la droite. Donc des gens qui viennent de se combattre vont se mettre d'accord en cachette pour faire un gouvernement dans une semaine. Non, l'ordre, la stabilité, la cohérence, c'est nous. Le désordre, le chaos, la pagaille, c'est eux. Vous aurez donc un groupe de députés civilisés, ordonnés, calmes. Il l'a toujours été. Il l'a toujours été. Alors, il a fallu... On n'était que 17. Donc, des fois, il a fallu forcer la voie. D'autant que les députés LREM, ceux de M. Macron, à un moment donné, faisaient des pressions physiques sur nous. Je ne l'ai pas oublié, il y a encore des photos. Non, nous l'avons toujours été, mais nous sommes comme à l'image d'une certaine France qui parle fort, et qui se fait entendre de cette manière-là. Regardez ce que nous sommes arrivés à faire à 17. Moi, je suis très fier de mes 16 camarades. Nous avons Jean-Paul et Caroline qui nous rejoignent au standard pour interroger Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. D'où nous appelez-vous, monsieur? À côté d'Avignon, Cabane, si vous préférez. Soyez le bienvenu. Il fait très chaud là, aussi chez vous. Clair. Ah oui. Voilà, protégez-vous. Question pour notre invité qui est à l'écoute, Jean-Paul. Allô, Oui. Bonjour Monsieur Mélenchon. Bonjour monsieur. Je vous entends parler de l'économie, de faire des économies, de faire de ci, de là, mais vous parlez pas de nos chers élus qui gardent tous les avantages et tout leur bien-être, comme on dit. Qu'est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer là-dessus? Qu'est-ce que vous comptez faire, pas faire Rien. Parce que... oui, je vais vous dire pourquoi, monsieur. Parce que on a déjà fait beaucoup de choses. Les avantages dont vous parlez, il faut dire lesquels. S'il y a des avantages qui sont des privilèges, ma réponse est simple, il faut les abolir. Si il s'agit au contraire de permettre à des gens du peuple d'être élus et donc d'avoir des revenus qui permettent de vivre, alors il ne faut pas le supprimer parce que seuls les riches pourraient être élus.
Les privilèges des élus sont, quand il y en a, il faut les nommer. Il ne faut pas se contenter de montrer du doigt, en général, et de mettre tout le monde dans la même poubelle. Parce que c'est comme ça qu'on développe un antiparlementarisme qui ne nous mène nulle part. Par exemple, vous n'êtes plus député lundi prochain. Est-ce que vous avez des émoluments de députés, encore, de parlementaires? Eh bien non. On vous a dit mon âge, on l'a répété 3 fois. Donc j'ai 71 ans le 19 août prochain. Par conséquent, je vais donc accéder à mes retraites. Est-ce que ma retraite est un privilège? Pardon, je pose la question. Est-ce que c'est un privilège que j'ai une retraite? Est-ce que vous pensez que les milliers d'heures de travail que j'ai passées à préparer, inclus cette émission, ne méritent pas que j'ai une retraite? Alors, il est possible que cette retraite soit importante, hein, mais c'est pas moi qui l'ai fixée, voilà ce que je veux vous dire. Donc, je me répète, s'il y a des privilèges, il faut les abolir. Et alors, monsieur, nous abolirons tous les privilèges, y compris les privilèges des grands patrons qui se font des parachutes dorés, dont vous ne m'avez pas parlé, des retraites chapeaux, dont vous ne m'avez pas parlé, des très hauts fonctionnaires qui changent, passant du secteur privé au secteur public. Il faut en parler. Parce que c'est là que se trouve la racine de la corruption dans ce pays. C'est cette manière de passer du privé au public, d'utiliser ces carnets d'adresses pour faciliter ses propres arrangements. Voilà, donc je suis comme vous. Si les privilèges vous horripilent, moi aussi, et d'ailleurs, je n'en demande pas. Merci. Et s'il y en a, il faut les abolir. Merci Jean-Paul d'Avignon. Caroline, vous nous appelez de La Rochelle, France Bleu La Rochelle. Vous êtes préparatrice en pharmacie. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Bonjour madame. Bonjour monsieur Mélenchon. Allez-vous voter dimanche, Caroline? Bien sûr, bien sûr. Très bien. Bon, alors vous avez peut-être une question, une réaction au propos de Jean-Luc Mélenchon. Alors, c'est pas vraiment une question, mais plutôt une requête. Oui. Vous avez convaincu et mobilisé mes 3 enfants. Ils ont entre 20 et 30 ans. Vous leur avez redonné espoir en l'avenir dans un monde qu'ils veulent meilleur, socialement plus égalitaire et plus vert. C'est si urgent. Monsieur Mélenchon, si demain vous avez la majorité parlementaire, je vous demande de ne pas les décevoir, tout simplement, d'appliquer concrètement votre politique. Cette jeunesse qui est formidable, mais qui est déprimée par l'avenir sombre, compte sur vous. S'il vous plaît, monsieur Mélenchon, faites en sorte et donnez tout pour ne pas les décevoir. Le monde neuf dont vous venez de parler, c'est pour eux, c'est pour les jeunes. J'en suis très fière. Et merci beaucoup pour eux. Le discours de la maman et la requête de la maman, Jean-Luc Mélenchon. C'est très émouvant. Je sais très bien quelle charge pèse sur mes épaules. Je vais vous dire d'autant que moi aussi j'ai eu mon tour de déception. Je croyais qu'on allait faire le socialisme. Je pensais que le socialisme serait un monde meilleur. Rien de tout ça ne s'est passé. Donc vous avez raison d'être en alerte sur le risque de la déception. Mais maintenant, il va falloir vider la mer avec nos mains, creuser les montagnes avec nos ongles. Et vous avez raison de dire, si je baisse les bras, tout est perdu. Donc, bien sûr, comme Premier ministre, je vais devoir aller au contact des plus grandes difficultés. J'ai proposé qu'on se partage la tâche. Et je l'ai dit dans mon discours à Toulouse, curieusement, les journalistes n'ont pas relevé, j'ai dit, la vice-premier ministre partagera la tâche avec moi. Et je compte demander à quelqu'un de la jeune génération, peut-être d'être là pour ne jamais oublier que c'est de leur monde dont il est question. Vous avez raison, on va tout faire. Et vos enfants, vos jeunes là, ils sont en âge où bientôt ils vont être dans le métier. Eh bien, il faut leur dire, retroussez-vous les manches, nous allons changer le monde. Merci pour cette réponse à Caroline qui s'inquiète pour l'avenir de ses 3 enfants qui voteront donc pour vous. Jean-Luc Mélenchon, appel spontané au standard. Que dites-vous pour terminer aux fachos, fâchés ou pas, qui hésiteraient encore entre l'abstention en cas de duel Macron-NUP et votre formation? C'est mon rôle de m'adresser à tout le monde. Hein, donc, alors, j'ai fait un lapsus horrible à la télé. J'étais tellement crevé qu'en plus, j'ai parlé lentement pour ne pas me tromper. Je me suis encore plus trompé. Oui. Alors, je voulais dire, les gens qui sont fâchés, mais pas fachos, qui votaient extrême droite. Bon, il y en a quand même, bon. Alors, on n'est pas obligé d'être d'accord à 100%, je crois qu'on ne sera pas d'accord d'ailleurs avec beaucoup de choses. Mais je leur dis une chose, si vous avez voté Le Pen pour que ça change, ça ne sert strictement à rien. D'abord parce que quand elle est élue, elle ne fout rien. Elle n'était pas là dans le débat sur les retraites. Elle n'a pas ouvert la bouche. Tout le monde a dit quelque chose. On se serait tué pour pouvoir dire quelque chose, pas elle. Et puis, deuxièmement, elle vous dit elle-même ce matin qu'elle est dans 105 circonscriptions en tête. D'abord, elle va en perdre un bon paquet. Mais surtout, ça prouve que ça ne sert à rien, parce qu'il faut être 287 pour qu'on y arrive. Moi, je suis là, vous savez comme moi,
je l'ai au bout des doigts, là, cette élection. Alors vous autres, là, les fâchés, pas fachos, mais très fâchés, alors c'est l'occasion de voter utile pour faire le ménage et dire à M. Macron, il restera à l'Élysée, moi je serai le Premier ministre, il sera traité avec respect, croyez-moi. Merci beaucoup. Jean-Luc Mélenchon, à 3 jours du second tour des législatives, et alors que demain nous recevrons la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, on va ponctuer notre émission avec le regard forcément décalé sur l'actu de Régis Maillot, s'il vous plaît. 13h55. Allô Maillot. Allô Maillot. Bonjour Régis Maillot. Bonjour Wendy, bonjour monsieur le Qui a bossé son programme. Bonjour monsieur le Premier ministre. Oui. Bah oui, ne jamais Allez insulter. pas me porter la chkoumoune en me disant des choses avant qu'elles soient faites. J'insulte jamais l'avenir. Alors première chose, est-ce que vous avez moi bien... c'est pas l'avenir, c'est la République. Ah, vous mélangez tout. Mais est-ce que vous avez bien pensé à vous hydrater, parce que c'est le dossier chaud de l'actu en ce moment. Dans des verres France Bleu. C'est la canicule quand même. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Il y a de plus en plus de personnes vulnérables. Moi, j'en parlais hier avec un ami, Patrick Balkany, qui me disait « J'ai demandé au parquet de repousser ma libération pour être certain de bien passer l'été à l'ombre. » Ah, ça, c'est bon. Tous ceux qui ont trop d'âge, là, restez à la maison parce que c'est dangereux dehors, il y a plein de soleil. Faut faire attention. Alors, on va pas parler météo, alors qu'aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir un invité prestigieux. Jean-Luc Mélenchon. El leader Maximo. Alors, pourquoi vous dites ça? Allez. Je suis un de vos grands fans. Vous savez, depuis tout petit, j'ai toujours une passion pour les grands capitaines d'industrie. Et c'est vrai, un PC, PS, Europe Écologie Les Verts, depuis Bernard Tapie, on n'avait pas connu un homme de gauche réussir à racheter autant d'entreprises en faillite en si peu de temps. Chapeau l'artiste. Non, vous êtes trop méchant, je vous parle plus. Vous avez fait à la gauche ce que Poutine a fait à l'Ukraine. Une invasion éclair, mais préparée de longue date. Un coup de génie. 4 mariages et un enterrement. Le PS, on PLS, il n'y a plus. Énorme talent, Mélenchon. Un altermondialiste qui a privatisé la gauche, c'est un cas d'école chez HEC maintenant. Vous êtes un peu le beau Bolloré du paysage politique français. Mais vous l'avez trouvé où celui-là? En 2 semaines, à réussir une OPA sur des gens qui ne peuvent pas s'encadrer, les écolos, les cocos, les socialos, c'est un cas unique. C'est l'accomplissement d'une carrière. Vous êtes au sommet de la roche de Solutré. Et pourtant, je n'aurais pas mis un rouble sur votre affaire, c'est vrai. L'union de la gauche, c'est l'Arlésienne. J'en parlais encore avec Christiane Taubira. C'est comme la victoire d'un Français à Roland-Garros, ça n'a pas connu ça depuis 83. Je me rappelle le soir des présidentielles, ça ricanait. Il y en a qui disaient adios, Juan Luca Melanchion, vamos a la retreta, c'est le Papi Guevara des bobos en basket Vedja. Et puis là, le coup de génie, la panalka à la 91e minute, Mélenchon, Premier ministre. C'est la première fois qu'un candidat fait imprimer ses cartes de visite directement sur les affiches électorales. C'était génial. Après les tuches à l'Élysée, Méluche à Matignon. Le 3e homme qui pique la place de Poulidor sur le podium pour aller expliquer à Anctil qu'il faut remonter le Tourmalet une 2e fois. Formidable. Alors mon fils, 7 ans, qui sait que j'ai un peu le béguin pour vous, il m'a dit « Papa, pour la fête des pères, je vais t'acheter le programme des NUPS ». Il est revenu 2 heures après en larmes, il dit « J'ai renoncé, c'est bien au-dessus de mes moyens ». Alors je lui ai dit c'est pas grave, tu vas acheter le programme de Macron. Et là je lui ai dit certainement pas, t'es trop jeune pour aller bosser chez McKinsey. Alors en revanche, petit bémol, le nom du bousin, NUPS, NUPES. Franchement, ça, on ne sait pas comment le dire. Le préambule à une union, c'est déjà de mettre d'accord sur un nom. Un NUPS, on dirait une onomatopée animalière. Ça donne pas envie de faire la révolution. C'est la NUPS finale. Eh ben, vous voyez, ça rime. Ça rime, ben ouais. Mais vous auriez dû appeler ça le Méluchoir. On donne le nom du putschiste, c'est ça. Bon, alors verdict, dimanche soir, dans les urnes, vous avez appelé les électeurs à déferler. Vu les températures annoncées, ils vont surtout déperler. Je ne m'avancerai pas à une analyse électorale de comptoir. Il y a des journalistes qui sont très bien payés pour ça. Mais vous entendez, là, la corporation? Mais on connaît déjà le vainqueur de dimanche. Il porte un nom, l'abstention. Et je peux même vous donner celui du prochain Premier ministre. Il porte un chiffre, 49,3. À demain. Merci Régis Maillot. 10 secondes pour conclure. Ah, cette conclusion vous va pas, le 49. Ben non, c'est pas ça. C'est que faites attention, si on passe notre temps à répéter que personne ne va aller voter, ça crée de la résignation. En tout cas, moi je veux dire une chose, la chance de l'emporter existe pour nous, la possibilité, pas la chance, la possibilité de l'emporter, mais ça dépend de vous. Alors faites pour votre pays ce qui est nécessaire. Merci. Allez voter, votez bien ce que vous voulez, mais votez. Jean-Luc Mélenchon était sur France Bleu. Merci Jean-Luc Mélenchon.